la fréquentation du mien depuis 67 ans. C'est un sujet qui est intéressant, le corps. J'avais envie, je me suis toujours dit que j'écrirais un jour un livre sur le corps, mais il fallait laisser mûrir le fruit. Bon, là ça va, il est à peu près. Je l'ai cueilli. La partie autobiographique est très minime. Enfin, je ne sais pas si on la réduisait au pourcentage, il y aurait peut-être 10, 15, 20%. Et le reste étant de l'observation, et l'observation de la vie physique telle qu'elle se déroule autour de moi depuis ma naissance. Pour ne prendre qu'un exemple, là je vis dans un immeuble, dans un groupe d'habitation extraordinairement fertile, avec des enfants qui naissent tous les ans. J'y suis depuis 15 ans, je les vois grandir, je vois leurs parents vieillir, leurs grands-parents parfois disparaître, enfin bref, etc. Donc l'évolution des corps autour de moi est permanente, constante, j'observe. Le père n'est pas du tout souffreteux, il est agonisant. C'est un de ces morts vivants rendus par la guerre de 14 à la vie civile et qui ne s'en remettent pas et qui en meurent. D'abord parce qu'ils sont rongés par les gaz moutardes, les gaz allemands, les gaz des tranchées. Tout ça se passe, le narrateur naît en 23, hein, et le père va mourir en 35 peut-être. Des effets secondaires de la guerre de 14, et physiques et psychologiques. Quant à la mère, c'est une femme qui a pensé pouvoir ressusciter son homme en lui faisant un enfant, et ça n'a pas marché. Elle en a conçu ce qu'on appellerait aujourd'hui un baby blues carabiné, qui fait qu'elle a abandonné et l'enfant et le mari. C'est assez fréquent ce genre de choses, c'est pas très drôle, mais c'est assez fréquent. Donc voilà le cadre familial du narrateur. C'est le père, son père parlait en italique, c'est-à-dire que quand oralement il avait quelque chose à expliquer à son fils, parce que ce père a décidé d'éduquer son fils. Son fils, il ne va l'avoir que 10 ans à sa disposition. Ensuite, il va mourir. Il ne veut pas que cet enfant reste, sans munitions. Donc, il décide très tôt de l'éduquer très profondément. Il en fait un petit encyclopédiste. Et le père, quand certaines notions lui paraissent plus importantes que d'autres à faire entrer dans la caboche de son fils, insiste. Il insiste. Et là, voilà l'italique. Et quand son fils lui demande... Et d'ailleurs, le fils aussi insiste. Oui. Le fils explique au professeur. Et les professeurs le rabrouent, l'engueulent en lui disant qu'il est snob, etc. Mais quand le fils, à son tour, demande à son père « Mais pourquoi parles-tu en italique ?» Le père lui répond « C'est mon côté britannique. » Et il est vrai que dans la littérature anglo-saxonne, vous trouverez énormément de mots en italique. C'est une tradition, c'est une façon d'introduire l'oralité en littérature. Voilà, j'insiste sur un mot, paf, je le mets en italique. Ça, les anglo-saxons font tout le temps ça. Nous, très peu, parce que nous nous piquons d'être distingués. Mais le langage, chez nous, là, c'est encore autre chose. Nous disposons depuis le Moyen-Âge, depuis bien avant la Renaissance, nous disposons d'une langue parallèle qui est l'argot, qui est une langue de dissimulation. Qu'on trouve chez Villon, qu'on trouve jusqu'à nos jours, et qui varie de génération en génération. Les argots se renouvellent, mais certains termes demeurent, etc. Et pour ce qui est du langage oral, il convient assez à un journal. C'est un journal intime qu'il écrit, un journal intime sur le corps.
Et il n'a pas à s'embarrasser de phrases longues, de phrases en spirale. Mon écriture naturelle, à moi, serait assez néo-proustienne, si vous voulez. J'écrirais volontiers en spirale avec le désir d'expliquer au plus précis, toujours plus, toujours plus. Donc avec de longues phrases, des parenthèses, des tirets, etc. Mais ici, ce n'est pas l'objet. Ici, c'est un journal, et le journal est toujours un peu cursif. Surtout son journal à lui. Description d'un corps, on est dans le rapport au réel, là. Donc ce n'est pas le moment de finasser. Oui, c'est parce que c'est un anxieux. Alors il exagère. Et puis, à partir de quand vieillit-on? Ça aussi, c'est une question bizarre. Et par exemple, il se pose la question, un jour, il revient de promenade avec des jeunes gens et il ne saute pas la barrière qui ferme l'approche de sa ferme. Et tiens, il se dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce que je n'ai pas sauté cette barrière? Alors, il s'interroge, il se dit, est-ce que c'est parce que je ne voulais pas faire le vieux qui épate les jeunes? Ou est-ce que c'est parce que j'ai douté de l'influx, cette fois-ci? On risque de ne pas sauter assez haut. Il se pose ces questions et il en conclut que le sentiment du vieillissement n'est pas dû à la perte des capacités, mais au soupçon qu'on pourrait les perdre, ce qui est différent. Parce que dans d'autres circonstances, il l'aurait sauté, cette barrière. Alors on ne sait jamais exactement quand on commence à vieillir, tout simplement parce qu'on ne se met pas dans la tête qu'on commence à vieillir le lendemain de notre naissance. C'est ça, en fait, qui se passe. Ici, il dit qu'il n'a jamais eu une mémoire fonctionnelle. Il s'est très vite rappelé tout ce que lui disait son père, tout ce que lui apprenait son père, tous les textes que son père lui apprenait. Il connaît du Montaigne par cœur, du Hobbes par cœur, des fables par cœur, les encyclopédistes, tout ça il connaît. Mais comme mémoire fonctionnelle, très tôt, au sortir de la Résistance par exemple, il oublie les noms. Il croise un ancien compagnon de réseau dans la rue, il ne se rappelle pas qui c'est, etc. Donc, et moi-même, j'ai eu toute ma vie très peu de mémoire fonctionnelle, très peu. D'où une scolarité désastreuse et un bac passé à 21 ans, parce que je n'arrivais pas à rappeler les souvenirs. 2 et 2, il fallait que je fasse un effort de mémoire. Et comme la mémoire, je ne l'avais pas. Donc, il est un peu bâti comme ça. Et donc, du coup, il a évidemment un peu peur de la maladie d'Alzheimer, mais tout le monde a peur de la maladie d'Alzheimer. C'est même une grande qualité de cette maladie, c'est qu'à force d'en avoir peur, on ne craint pas les autres. On oublie de penser qu'en réalité, on va être emporté par un cancer de l'auriculaire droit. Mais c'est ça, il faut remercier Alois Alzheimer d'avoir annulé la crainte de toutes les autres maladies. On n'a peur que de celle-là. Du coup, on ne sait pas qu'on claque du reste. Et il fait ce genre d'analyse. Il y a des gens qui se sont amusés à les collectionner. Savez-vous ce que Paul Valéry a dit en mourant? Il s'est retourné vers la cloison et il a dit « Quelle connerie !» Et il est mort. Alors vous avez Goethe qui dit « Merlicht, Merlicht ». On ne sait pas exactement s'il voulait plus de lumière ou qu'on éteigne la lumière. S'il y en avait trop ou pas assez. Et Valéry qui dit « Quelle connerie !» Vous voyez, même à ce moment-là, tout est possible. C'est ça quand même, c'est quand même encourageant.